Et s'il a fait pleurer mon cœur, au moins, il n'a pas touché à mon... Mais non. Mais je déteste ça, putain! Ça vous fait pas chier quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent de l'autre côté? J'ai raté ma résurrection, putain! Bon bref, vous l'avez compris, on va parler du réalisateur de 2012, d'Independence Day, de Godzilla, du jour d'après, de Stargate, The Master of Disaster, Roland Emmerich! Bienvenue dans ce Pourquoi j'ai un qui sera dédié à Roland Emmerich. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va être un sacré bestiau à aborder. Tellement que cette vidéo sort avec 3 à 4 mois de retard. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc déjà parce qu'il est moins con qu'il y paraît, sinon je ferais pas une vidéo sur lui. Mais surtout parce qu'il a fait un sacré paquet de films, le fumier, ils font tous dans les 2 heures. Alors l'avantage, c'est que la plupart, vous les connaissez déjà, puisqu'ils sont presque tous cultes. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur ce mec, mais il a laissé un impact sur la pop culture aussi important que celui d'un Godzilla dans New York. C'était peut-être pas la meilleure comparaison à faire, mais ces films ont marqué le cinéma et le public, pas toujours en bien dans la mémoire collective, et pourtant ont souvent été mal compris. J'ai toujours un sourire par exemple quand on me dit qu'il fait de la propagande américaine. Comme si on avait oublié que le mec est allemand d'origine. Et qu'il fait des films pour les Américains, avec un regard d'Européen. Au final, beaucoup de ces films se ressemblent suffisamment pour que je les aborde pas dans le détail un par un comme je le fais souvent. Je vais donc les aborder dans le désordre, et traiter la filmographie d'Emmerich selon ses diverses thématiques. Cela dit, c'est un des réalisateurs dont on oublie facilement le nom, ou quel film lui rattacher, donc avant d'entrer dans le détail, un petit retour sur la carrière du bonhomme. Vous allez voir que ça va nous occuper un bon morceau déjà. Elle commence en 1984 avec rien de moins que son film d'études. Produit pour 1 200 000 Deutschmark, le film d'étudiant le plus cher de l'histoire, comme on aime à le noter, Das Arche Noah Prinzip, ou Le principe de l'Arche de Noé en bon français, est un film de science-fiction se déroulant dans une station spatiale qui contrôle le climat grâce à un système de radiation. Les 2 scientifiques à bord, Billy Hayes et Max Marek, vont se trouver malgré eux au cœur d'une opération militaire secrète dont ils ignorent tout, sauf les conséquences désastreuses que l'utilisation détournée de la station va causer. Quand l'agence spatiale les fait remplacer parce qu'ils ont posé trop de questions, ils vont devoir décider s'ils respectent leurs supérieurs ou s'ils vont agir pour mettre fin au projet. Le principe de l'Arche de Noé surprend dans la filmographie d'Emmerich. Son budget, son idée de se limiter à un petit espace. Le film devient presque un huis clos, basé uniquement sur ses personnages, et c'est là que vous pourrez voir qu'il sait les travailler autant que ses scènes d'action, et même que vous pourrez comprendre ses thèmes et son cinéma. Il tire parti de son budget au maximum, tourne déjà en scope et s'intéresse à un sujet écologique mêlé à un complot et à l'armée américaine, ce qui sera récurrent comme nous le verrons. Il crée son petit délire et son petit monde, comme quand il montre que nos astronautes animent tous les soirs un flash météo lié à leur manipulation. Vous imaginez nos Miss Météo dans l'espace? En clair, c'est ce qu'Emmerich a fait de plus proche du cinéma d'auteur pur, et ça marche pas mal. Provoquant son petit effet dans le milieu, de par son budget et son sujet inhabituel dans le cinéma allemand, Emmerich enchaîne par la suite 3 films qui décident d'orienter clairement vers le public américain, et qui sont probablement ceux dont vous ignorez l'existence. Cette orientation vers le public américain peut surprendre parce que ces films seront rarement distribués en salle là-bas, mais le calcul est tout autre. Il veut prouver aux studios hollywoodiens qu'il peut bosser pour eux. Il comprend leurs codes et leurs films. Il les tourne même en anglais avant de les redoubler en allemand pour la sortie allemande. Il va chercher des décors qui évoquent les États-Unis, même si quelques détails trahissent parfois la supercherie. Ses décisions de réalisation, et comme vous le verrez, ses inspirations très discrètes, lui vaudront le surnom par la critique allemande de Spielberg de Sindelfingen. Bon, au cas où. Il faut pas prendre ça pour un compliment, hein. C'est comme si moi je disais que Olivier Mégaton est le Michael Bay d'ici les Moulineaux. Parce qu'à l'époque en Allemagne on trouve ça nul Spielberg, la hype c'est Wim Wenders, c'est le nouveau cinéma allemand. Pour simplifier, c'est des espèces de cousins de la nouvelle vague française qui ne supportent pas le succès du cinéma de divertissement américain et estiment que eux font du vrai cinéma parce qu'ils s'intéressent aux sujets chiants.
les drames humains ou sociaux, les tourments intérieurs. Donc forcément le petit gars qui débarque avec comme modèle les mecs qui ont réalisé Star Wars et Jaws 10 ans plus tôt, qui tourne ses films en anglais et qui fait de la SF et du fantastique... Non, il n'était pas destiné à être prophète en son pays, comme on dit. Son premier film, hors études, sera Joey, en 1987. L'histoire d'un petit garçon qui vient juste de perdre son père, mais entre en contact avec lui grâce à son téléphone jouet. Capable d'entendre ce que pense son fils, il l'accompagne ensuite dans sa vie de tous les jours et réalise ses souhaits. Et je comprends pas pourquoi il l'explique comme ça, au lieu d'en faire un simple gamin avec des dons de télékinésie, parce qu'au bout de 20 minutes, une poupée hantée vient se rajouter à tout ça. Apparemment, un ventriloque habitait la vieille ruine d'à côté, et toute la question c'est de savoir si l'esprit du père l'a réveillée par hasard, ou si c'est elle qui se fait passer pour son père pour avoir le gosse. Et encore je dis ça, mais à la fin il y a le fantôme du ventriloque qui se rajoute à l'équation, et selon les montages la réponse peut encore évoluer, parce que la version sortie aux USA passe à la moulinette tout un tas de scènes où les dialogues donnent une explication différente au pouvoir, et modifie un sous-scénario lié aux camarades de classe de Joey qu'il déteste dans l'original, et s'en foutent dans la version US, sauf à la fin quand il meurt. Parce que oui, le gosse meurt. Je pensais qu'il allait revenir, mais non. Et pourtant il aurait pu, parce que c'est à peu près le seul élément, dit-il, extraterrestre qu'il a pas copié. Oui, parce que c'est pour ça que c'est soi-disant le père de Joey qui fait bouger les objets et pas Joey lui-même. C'est pour qu'il y ait le même lien à explorer que dans E.T. Un petit garçon et un être fantastique. Avec une poupée hantée en plus pour le côté poltergeist et une fin dans un labyrinthe comme dans Labyrinthe, et un peu d'Histoire sans fin et de Goonies. Et c'est ça l'idée, c'est pas vraiment de copier les films que je viens de vous citer, ou E.T. en particulier, c'est de prouver à Hollywood qu'il peut faire ce genre de film. Même projet pour son film suivant, Ghost Chase, ou Hollywood Monster, un film sur le thème des films d'horreur de série B à la RKO, tourné comme une comédie pour ados à la John Hughes, comme Ferris Bueller's Day Off, par ce même John Hughes, ou le film Weird Science. L'histoire de deux cousins, Fred, qui aspire à devenir réalisateur et fait déjà d'excellents maquillages animatroniques, regardez-moi ce putain de fauteuil, je veux le même, shut up and take my money, et Warren, qui habite là. Il dépanne son cousin comme acteur, mais comme il a pas vraiment envie d'être comédien, il passe surtout son temps à faire fuir Laura, la seule fille actrice qu'il connaisse apparemment. Great, I hope you had your fun. You know replacing her isn't gonna be easy. Warren va recevoir en héritage d'un grand-parent éloigné une horloge, hantée bien sûr, par le fantôme de Carl, l'ancien majordome difforme qui servait le vieux. Coup de chance car il peut ainsi faire fuir l'homme de main engagé par Gordon, un oncle éloigné de Warren et producteur hollywoodien, qui pense qu'il y a plus à la clé de cet héritage. Il fait aussi peur à Fred, qui réveille son cousin. Ok, non, c'est pas des cousins ça. Les cousins se réveillent pas comme ça, en tout cas pas dans la région d'où je viens. Regardez ça, il frotte son cul sur sa bite. C'est pour la blague en fait, il se réveille quand il lui retire les écouteurs et pas quand il lui saute dessus. On parlera de l'homosexualité chez Emmerich plus tard. Donc le fantôme leur parle, il va les guider jusqu'à l'endroit où le vieux a caché ce qui avait vraiment de la valeur, ils affrontent un chevalier fantôme qui manque de tuer Fred avec un accessoire de cinéma probablement en mousse en principe, et ils vivent heureux. A noter, avant de continuer, que c'est le seul film de Roland Emmerich à être tourné en 85 et pas en 2,35, et à ce propos, si vous avez vu mes bases du cinéma, vous savez ce que c'est que l'anamorphique. Et apparemment, ce film, c'est du 1,85 anamorphique. C'est un processus allemand qui n'a quasi jamais été utilisé en dehors de l'Allemagne, mais c'est pour faire du 1,85 anamorphique et... Pourquoi ? Ça n'a pas de sens. En 1990 sort son dernier film allemand, Moon 44. Mélange de Blade Runner, Aliens et un peu de Star Wars, Moon 44 est l'une des lunes sur lesquelles Galactic Mining a, comme son nom l'indique, des mines. Celles-ci sont menacées depuis plusieurs mois par des attaques de pirates et la compagnie décide d'envoyer Felix Stone, un flic brillant et désabusé, aux allures de bad boy. Il se rend sur la base lunaire infiltrée dans un cargo de prisonniers, envoyé pour piloter les hélicoptères de défense en remplacement des soldats qui meurent les uns après les autres. Un plan qui serait intéressant, même s'il n'est pas très humain, sauf qu'en plus ce que je vous ai pas dit, c'est que leurs copilotes sont des adolescents, et que pour pousser la mauvaise idée jusqu'au bout, ils partagent leur quartier également, sans aucune séparation. Oui, il se passe exactement ce que vous venez d'avoir en tête. Back in prison, we dreamed of a nice pretty boy like you. No! No! Help me, please! Shut up! Moon 44, le seul film de science-fiction non horrifique à ma connaissance à dépeindre le viol d'un homme. Merci Roland Emmerich. Il va bien sûr trouver le coupable et fera évacuer la base avant qu'elle n'explose suite à une attaque. Ensuite Félix vient faire la morale à l'entreprise et je vous mens pas, le film se termine comme ça.
Félix sera aidé par un contact sur la base, Tyler, le chef des ados copilotes chair fraîche à prisonnier, qui est d'ailleurs le frère d'esprit du pauvre gosse qui s'est fait élargir l'horizon sous la douche. Et qui est notable à plus d'un égard, l'un d'eux étant qu'il est joué par Dean Devlin. Et Dean Devlin, c'est le complice d'Emmerich. Abandonnant le métier d'acteur, il devient coproducteur du cinéaste lorsqu'il est enfin repéré aux États-Unis par ni plus ni moins que Sylvester Stallone. Le monde est petit, hein? C'est pour lui qu'il part enfin réaliser son rêve de blockbuster hollywoodien. Mario Kassar, le patron de Carolco Pictures, le producteur de Rambo, Total Recall, et qui est en ce moment même au début des années 90 en train de faire la suite de Terminator, lui propose de réaliser le prochain film de Stallone, un film de SF nommé Isobar. Son premier film à gros budget, 60 millions de dollars, Isobar est le film le moins connu d'Emmerich et de Stallone, parce qu'il n'a jamais été réalisé. Le projet était un véritable tapis rouge pour un réalisateur allemand d'à peine 35 ans, mais il trouvait le script pourri, donc il est parti. Et je voudrais que ceux qui ont dit « Ouais, Indépendance des Résurgents, c'est juste un film de commande », aient ça en tête. Si un mec qui toute sa vie a rêvé de réaliser des blockbusters hollywoodiens est capable de refuser sa porte d'entrée, un projet qui lui était acquis, il a bossé pendant 9 mois dessus, a claqué la porte parce qu'il avait même pas le scénario, vous pensez vraiment qu'on va pouvoir le forcer à faire quelques films que ce soit? C'était tellement couillu comme réaction que Mario Kassar lui a dit « Ouais, attends, Coco, toi t'as une vision et en plus manifestement t'as les couilles de l'assumer. Si je te fais un projet un peu plus libre, ça te va ?» Bon, il y a un piège. T'es obligé de parler de soldats cyborg, et pour avoir ton méchant et ton gentil, t'as Dolph Lundgren et Jean-Claude Van Damme. Universal Soldier raconte l'histoire de Luc Devro, un ancien soldat mort au Vietnam et transformé en cyborg par un programme secret de l'armée avec l'homme qui l'a tué, Andrew Scott, psychopathe adepte de la confection de colliers. Can I have a word with you? I'm all ears. Si leurs corps de cyborg ont tendance à surchauffer et doivent être conservés dans la glace, leurs performances sont saisissantes sur le terrain et ils se prouvent redoutables. Sérieux, vous avez pas fait le rapprochement entre Atomic Cyborg et Universal Soldier? Le cyborg, ancien soldat qui doit assassiner, qui échappe au retour de ses créateurs, qui retourne aveuglément vers sa maison d'enfance et qui entraîne Inala dans sa course? Parce que c'est ce qui se passe après, hein. Il échappe au contrôle de ses créateurs quand il rencontre Veronica, une journaliste, qui l'entraîne dans sa course aveugle vers sa maison. Mais quelque part, tant mieux si vous n'avez pas fait le rapprochement, je vais pas trop avoir à vous convaincre que c'était que de l'inspiration et pas du plagiat, mais c'est intéressant qu'il ait repris autant d'éléments de ce film parce que ça montre bien ce que fait le cinéma d'Emmerich. Roland Emmerich fait des films de série Z, bien écrits. Les délires que peuvent s'autoriser les films à petit budget et à faible distribution, bien traités. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur le cinéma d'Emmerich, mais ces films sont bien écrits. Ils respectent une structure en 3 actes, où les enjeux sont présentés au début et résolus à la fin, idem pour les arcs des personnages, dont les décisions sont toujours justifiées et discutées à l'écran. Il y a toujours un protagoniste et un antagoniste, même si l'antagoniste doit être la météo, et les causes de conflit sont toujours claires. Prenons Universal Soldier comparé à Atomic Cyborg. Dans l'un, la condition de cyborg est presque invisible, et dans l'autre, elle est centrale à plusieurs points de scénario et de tension. Le personnage est clairement une amélioration, alors que Paco était du genre à vouloir aller faire caca au milieu d'une mission et ne tue personne avant l'acte 3. La question de son identité est explorée pendant tout le film, et pas seulement à la fin. La fille n'est pas dans l'histoire que pour créer une intrigue romantique, elle est active dans le récit. Un corps 2 fois plus chaud que la norme est un enjeu, pas un détail. Le méchant ne change pas toutes les 30 minutes, il reste le même de l'intro au climax, ce qui permet de développer son aura de méchant et l'envie de voir le protagoniste lui péter la gueule quand il rencontre la matière la plus dure du monde, le pied de Jean-Claude Van Damme. Oui, j'ai maté des films très cool pour cette analyse. Les liens entre Universal Soldier et Atomic Cyborg sont clairs. Il l'a vu pour ses recherches et il a dit « C'est de la merde, mais il y a un bon film caché là-dedans si on remet les cités correctement ». Ça illustre parfaitement sur quelle logique sont pensés les films d'Emmerich à Hollywood. Des films de série Z, bien écrits. Tellement bien écrits qu'Universal Soldier deviendra un carton et aura 5 suites, dont 3 au cinéma, avec Dolph Lundgren et Jean-Claude Van Damme qui reprennent les rôles principaux. Parce qu'ils l'ont cloné. Bien sûr. Of course! Et ça va se reproduire quasi systématiquement avec ses films pré-millénium. Stargate en 1994, un de mes premiers chocs cinématographiques quand j'étais petit, son rêve de gosse sur un groupe d'explorateurs qui traverse un portail les menant à un monde dominé par un alien qui avait également réduit les humains en esclavage il y a des millénaires, et qui a donné lieu à une des séries de SF les plus longues de l'histoire de la télévision, pour des raisons qui éludent toujours ma compréhension. Independence Day, le coup de tonnerre du box-office de 1996, 817 millions de dollars au box-office mondial, comparable à Jurassic Park, qui a modifié tout le système de promotion des blockbusters, les effets visuels numériques et traditionnels, la carrière de Will Smith et tout ça,
Simplement avec le scénario de l'invasion des soucoupes volantes. Des aliens débarquent et on va leur poutrer la gueule. Le film a engendré une suite que grâce à mon retard de plusieurs mois, je vais pouvoir aborder en détail puisqu'elle est sortie en 2016. Parce qu'on leur a tellement bien pété la gueule. Oh boys! I'm back! Et on l'a fait avec tellement de classe. And should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night, we will not vanish without a fight, we're going to live on, we're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day. Fuck yeah! Godzilla. Oh mais non! Le remake de 1998 mériterait presque sa propre vidéo tellement il déchaîne de haine injustifiée et, à défaut d'un mot plus approprié, stupide. On y reviendra en détail plus loin, mais j'ai pas besoin de vous présenter grand chose, contrairement à ce que vous hurlez, c'est du Godzilla. Le monstre arrive dans une ville pour X raisons et casse tout jusqu'à la fin du film. Malgré la mauvaise réception dès sa sortie, il a aussi engendré une série télé animée qui a laissé de bien meilleurs souvenirs. Mais après tout ça, Emmerich a changé son surnom de Spielberg de Sindelfing machin là, truc en Allemagne, pour celui de maître du désastre, et commence à avoir envie de prouver, aux autres comme à lui-même, qu'il peut faire autre chose qu'un film catastrophe. C'est-à-dire qu'il surprend son monde en sortant Le Patriote, un film historique. Si historique que peut être un film de Roland Emmerich centré sur un personnage fictif. Le Patriote raconte l'histoire de Benjamin Martin, soldat de l'armée américaine face aux Anglais lors de la guerre d'indépendance qui s'est déroulée de 1775 à 1782. Martin, mélange de 4 personnages historiques différents, est réticent à participer au conflit pendant les premiers mois jusqu'à ce que le colonel Tavington débarque dans sa ferme pour récupérer les soldats britanniques qu'il a soignés et le remercie en brûlant sa ferme, en roulant ses ouvriers libres de force dans l'armée de la couronne et en butant un de ses 7 enfants parce qu'il s'est opposé à ce que son grand frère soit condamné à mort. Stupid boy. Oui, cet homme est un fils de pute, mais il est tellement doué pour en être un. Did he die? Alors lui non plus, il est pas historique, mais en même temps... Were you there? Then let him speak. Martin et Tavington vont se confronter à plusieurs reprises jusqu'à la bataille de Cowpens en 1781, climax du film où il vengera enfin sa famille. Le film est assez bien accueilli, sans faire d'énormes vagues non plus, c'est pas... Mel Gibson, c'est un sale raciste! Mais non! Vous avez rien compris, il s'en fout des races! C'est les juifs qui détestent! Quand il est bourré, je vous rappelle que Mel Gibson c'est un alcoolique notoire, parce que quand il est sobre, ça lui pose pas trop de problème de bosser ou d'envoyer des messages de félicitations pour la naissance de leur enfant à des gens comme le producteur juif Dean Devlin. Bref. Beaucoup oublient Le Patriote, mais je vous encourage à le voir. Par la suite, son amour du grand spectacle rattrape Roland Emmerich, qui décide de plancher sur un film catastrophe dans lequel il pourra faire passer un message écologiste. En 2004, il sort ainsi Le Jour d'après, un film que les gens apprécient autant qu'ils le trouvent ridicule, avec raison. J'insiste cependant pour dire que le film représente une théorie 100% crédible de l'arrivée d'une nouvelle ère glaciaire, basée sur de vraies recherches sur la façon dont la fonte des glaces polaires entraîne un refroidissement du principal courant marin responsable du climat mondial, qui pourrait faire baisser les températures dans l'hémisphère nord et provoquer un refroidissement. Alors oui, pas aussi extrême ou rapide que ce qui se déroule ici, mais maintenant vous connaissez cette théorie et qui sait, peut-être qu'elle va réveiller un sentiment écologiste en vous. Donc mission accomplie pour Captain Planet. Les événements sont exagérés pour offrir du grand spectacle, et on peut lui reprocher beaucoup de choses au jour d'après, mais pas que ces scènes de destruction manquent d'ampleur, et donc divertissent. L'exagération de cette théorie, clairement énoncée, 6 to 8 months. That can't be. That timescale isn't in months, it's in weeks. augmente l'envergure et la dangerosité des péripéties pour les protagonistes. Donner 3 jours à Jack pour retrouver son fils Sam dans un blizzard avant qu'il ne soit littéralement attrapé par le froid dans une ville fantôme qui avant ne dormait jamais, c'est bien plus effrayant que de faire un film où il faut attendre 5 ans pour qu'il se passe ça. Et en 2005, Mel Gibson sort Apocalypto. Un projet qu'il nourrit depuis longtemps, un film tourné en langue maya sur un jeune, maya également, enlevé par une autre tribu pratiquant des sacrifices sanglants à longueur de journée, auquel il va devoir échapper pour sauver sa compagne enceinte qui apparemment n'arrive pas à remonter une paroi qui a des accroches partout. Un film qui a bien marché mais qui m'a laissé assez froid. C'est très cool de tourner tout le film en langue maya, mais l'aspect numérique des premiers films en vidéo trahit totalement que c'est un film moderne, et c'est la quête du héros la plus basique que vous verrez de votre vie, sauf qu'en plus,
il accomplit rien de très spécial. Et à un moment, il rencontre une panthère. Et ça fait de lui une espèce d'élu. Vaguement. Apparemment, Gibson a dû en parler avec Emmerich sur le tournage du Patriot ou après, et on sent que c'est un petit peu comme Atomic Cyborg. Roland Emmerich, il a entendu ça et s'est dit « Ah, mais pourquoi est-ce qu'il s'emmerde cet abruti ? S'il s'éloigne un peu du concept de base, parce que franchement, pour ce qui monte de la culture maya, c'est pas nécessaire de s'y attacher à ce point. Il pourrait créer la quête du héros la plus pure qui soit, celle où le héros est vraiment changé par son parcours. Ya ? Pas un mec qui court vite au début, il n'a plus rien à la fin, donc ça n'a pas servi à grand chose. Vraiment pas servi à grand chose. Arrive donc en 2008 10,000 BC, le récit du premier héros, de la première légende de l'humanité. Delay, dont le nom est d'ailleurs le verlan de héros en allemand, Held, est un jeune homme vivant dans les montagnes. Son village de chasseurs de mammouths est un jour attaqué par des hommes d'une autre tribu qui emportent avec eux des villageois, parmi lesquels Evolette, une jeune fille que Delay aime, et qui, d'après la prophétie, sera sauvée par celui qui amènera une nouvelle ère de prospérité au village. Delay, son ami, son rival amoureux et le protecteur du village traverseront des terres inconnues et des climats aussi arides que fertiles, jusqu'à ce que Delay devienne le héros de légende, celui qui parle au tigre à dents de sabre. Il rassemble des tribus pour les aider à retrouver Evolette et leurs amis, aux mains d'un peuple étranger. Some say they came from the stars. Others believe that they flew across the great water when their land sank into the sea. Que notre héros va faire chuter, libérant non seulement les siens, mais aussi les tribus tombées sous la poigne du tyran. Et c'est pas un film historique, c'est une légende préhistorique. Tout comme on a créé des dragons ou réarrangé les événements de l'histoire pour créer des mythologies, l'idée est que le narrateur du film raconte des histoires extraordinaires pour faire travailler l'imagination de son auditoire, tout comme les conteurs de l'époque qui ont créé à partir des récits populaires les récits des Mille et une nuits ou les contes de Perrault ou des frères Grimm. Cassez pas les couilles avec les mammouths et les pyramides qui n'existaient pas en 10 000 avant Jésus-Christ. C'est une légende qui viendrait de 10 000 avant Jésus-Christ, pas qui s'y déroule. Bon, là aussi on est clairement dans de la série Z. Moi ça m'évoque Yor, le chasseur du futur. Un film pourri dont Spoonie avait parlé dans une vidéo et qui suit aussi un guerrier préhistorique. Plus ou moins. Mais le truc c'est que ça marche super bien. Si vous laissez faire votre imagination, cette légende est vraiment cool et ouvre l'esprit sur qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Est-ce que je devrais pas sortir un peu de chez moi? Tout ça grâce à un récit épique, divertissant, créatif et riche. Mais le film s'est planté, hein, on va pas se mentir. Je crois qu'il l'a mal pris. Comment ça, mon film a pas pété le box-office? 2012 sortira, contrairement à ce que son nom indique, en 2009, surfant sur l'attention qu'une bande d'illuminés appelés survivalistes ont lancé sur une ancienne prophétie maya qui n'existe pas, disant que la fin du monde avait été prédite pour le 21 décembre 2012, alors qu'en fait c'était juste la fin d'un cycle de leur calendrier. Emmerich associe cette idée débile, et donc parfaite pour un film catastrophe dont il a le secret, à une autre théorie avec un certain fondement scientifique, celle du déplacement de la croûte terrestre. Nous suivrons deux points de vue sur cet apocalypse, celui de Jackson Curtis, un auteur devenu chauffeur de limousine, avec sa famille et une famille de Russes pour laquelle il travaille, et celui de Adrian Hemsley, l'expert en climatologie de la Maison Blanche, qui voit le gouvernement garder l'information secrète et préparer la survie de l'humanité sans se concerner de la population mondiale. Pendant ce temps, la destruction nous est montrée par les péripéties de la famille Curtis, qui essaie d'atteindre les arches dans lesquelles ceux qui en ont les moyens vont survivre. Mais après son quatrième film à gros budget, Emmerich a à nouveau envie d'essayer autre chose, de se challenger. Alors il décide de partir sur un film sans aucune explosion, tout au mieux un incendie, un film historique, encore une fois, et comme c'est déjà assez casse-gueule, il décide de poursuivre dans la théorie des complots en explorant une théorie controversée, et si Shakespeare n'avait pas écrit ses propres textes. Dans ce film, le vrai William Shakespeare est un personnage quasi tertiaire, un acteur turbulent, alcoolique, qui sait lire mais pas écrire, et prête son nom à Edward de Vere, l'héritier d'Oxford, un noble qui ne peut donc pas choisir la vie d'artiste et utilise ses pièces pour faire des satires politiques contemporaines, nourrissant en secret un moyen d'évincer la famille Cécile, dont il a dû épouser la fille de force, du conseil de la reine Elisabeth qu'il manipule dans l'ombre. Il souhaite les remplacer par l'héritier d'Essex, Robert Devereux. Alors oui, c'est un peu complexe vu que c'est de la politique, et en même temps vous n'avez pas envie de le prendre au sérieux parce que la théorie vous paraît débile. Je comprends. Mais le film est visuellement magnifique, raconté avec brio vu sa complexité, et le fait que le récit fait des allers-retours entre 3 ou 4 périodes. Il ne défend pas vraiment telle ou telle théorie jusqu'au bout, il crée un drame politique à la Shakespeare, autour de l'idée que quelqu'un aurait écrit à sa place. Le film ne rencontre pas vraiment le public, sans être non plus une catastrophe. Mais faut penser que le film n'est pas produit par un studio, c'est Roland Emmerich qui a investi son argent personnel dans les studios allemands de Babelsberg pour faire le film comme il l'entendait. Donc, perte sèche. Mais c'est hélas le début d'une période de malchance pour lui, car tous ses projets suivants vont faire face à de mauvais coups du destin. Par exemple, on pourrait parler depuis longtemps pour réaliser un Die Hard à la Maison Blanche sur un script de James Vanderbilt, il finit par dire oui en avril 2012,
2 semaines après l'annonce d'un projet concurrent appelé La Chute de la Maison Blanche, Olympus Has Fallen en version originale, décrit comme un Die Hard à la Maison Blanche. Et alors que Olympus s'est avéré être une grosse merde avec un scénario qui se prenait beaucoup trop au sérieux, c'est-à-dire l'inverse total d'un Die Hard, White House Down était un putain de bon film d'action, véritablement dans l'esprit d'un Die Hard. Mais il est sorti 3 mois après Olympus Has Fallen, donc on l'a taxé de plagiat, et comme on avait eu presque le même film plus tôt, certains n'ont même pas fait le déplacement. Dans White House Down, nous suivons John Cale, ancien soldat aujourd'hui dans la sécurité rapprochée, qui essaie d'obtenir un poste pour faire partie de la protection du président Obama, ici renommé Sawyer. Il le fait en partie pour essayer de gagner l'admiration de sa fille, Emily, qui est juste la petite fille la plus badass que j'ai vue dans un film d'action. Get away from me. You understand? Get away from me. Ça, c'est une... Strong, independent woman. Ah non, je suis sérieux, Emily déchire pendant tout le film. Si vous avez des enfants et que vous leur montrez un exemple de fille qui se laisse pas faire suivre ses envies, Emily Cale dans White House Down. Le reste du temps, ils pourront admirer Channing Tatum mettre des tatanes avec tout ce qu'il peut trouver. Littéralement le gars au mauvais endroit au mauvais moment, qui va tomber sur le président en essayant de retrouver sa fille après une attaque terroriste d'envergure. Si Emmerich a pris l'habitude de détruire la Maison Blanche comme s'il écrasait une fourmi, White House Down, c'est la version où il lui arrache les pattes une à une pendant qu'il la fait cramer sous une loupe. Grenades, fusillades, explosifs, missiles, en intérieur, sur le toit, il détruit chaque partie de ce bâtiment avec diversité et vivacité. Il aurait dû être un classique et il est passé inaperçu. Et son prochain film va subir un sort encore plus particulier. Cherchez pas, vous en avez jamais entendu parler. La communauté gay a fait son possible pour que personne ne le voie. Il s'agit d'un film sur les émeutes qui ont eu lieu à New York en 1969 pour protester contre les lois homophobes et leur application brutale par la police, partie du bar qui donne son nom au film, le Stonewall. Il raconte l'histoire, cliché au possible mais hélas toujours aussi vrai, d'un jeune gay qui a été rejeté par ses proches à cause de sa sexualité et arrive à New York pour démarrer une nouvelle vie. Nous suivons donc Danny Winter... Focus. Danny débarque donc dans le quartier gay où il fait la connaissance d'autres jeunes à la rue comme lui, qui vivent de menus larcins, de prostitution et d'entraide. Parmi eux, il va rencontrer Ray, personnage transgenre, haut en personnalité et en couleur, qui est clairement le meilleur personnage du film et en partage la vedette. Ce groupe se retrouve régulièrement au Stonewall, un des seuls bars à accepter les homosexuels car tenu par la mafia locale, qui se fichait de qui buvait son alcool de contrebande tant qu'il payait. Étant un lieu de rencontre, la police y fait régulièrement des descentes quand ils n'ont pas d'arrangement avec les mafieux, et au cours de l'une d'elles, une jeune lesbienne qui se faisait arrêter a appelé la foule à l'aider, démarrant plusieurs jours d'émeutes et des confrontations entre les homos, trans et travs de New York et les forces de l'ordre. Alors là, normalement, vous avez 2 questions. Pourquoi faire un film là-dessus, et pourquoi les gays ont boycotté un film qui raconte leur propre histoire? On abordera ça en revenant sur l'homosexualité d'Emmerich, mais tout de suite un petit indice. Il s'agit de Roland Emmerich. Donc leur histoire. Le film est imparfait, un peu trop long et le tournage studio est parfois un peu trop visible. Il est comme d'habitude avec Emmerich très cliché, mais il y ajoute toujours des touches d'originalité. Comme ici, le fait que Danny soit très proche de Ray, mais que Ray soit quelqu'un avec qui il ne peut pas tomber amoureux. Pas parce qu'il n'aime pas ce qu'est Ray, mais parce que ce n'est pas ce qui l'attire. Quelque chose d'assez commun et que je m'étonne souvent de ne pas avoir plus représenté. C'était aussi l'idée au centre de Laurence Anyways, où Fred aime toujours Laurence, la personne, mais n'aime pas les femmes et doit gérer ça tout au long du film. Le plus ennuyeux est qu'il se perd à la fin du 2e acte dans une histoire de trafic de mecs et de mafieux en drag queen, vraiment pas nécessaire ni au développement de l'histoire, ni à celui des personnages. Stonewall était, comme Anonymous, un projet personnel pour Roland Emmerich et il s'est planté, réunissant à peine $150 000 de box-office. On y reviendra plus loin, mais pour un projet de longue date, ça a dû être assez difficile et totalement inattendu. Et enfin cet été, Roland Emmerich est revenu avec la première suite de sa carrière et il s'est à moitié planté, littéralement. Independence Day Resurgence. 20 ans après le succès du premier film, cette suite enchaîne en temps réel dans un monde qui s'est reconstruit et préparé un retour, une contre-attaque de la part des aliens. Et en effet, 20 ans plus tard, une reine capte le signal de détresse et se met immédiatement en route pour nous casser la gueule puissance 10. Heureusement, un allié inconnu débarque pour nous aider, et 2 générations vont s'unir pour mettre en déroute cette nouvelle attaque. Le film a connu un succès assez mitigé, sûrement en partie parce qu'il semble ne pas mériter sa suite. Elle sort très tard, et c'est quand même un gros hasard que les aliens débarquent à nouveau pour la fête de l'indépendance américaine. Le marketing était aussi beaucoup moins intelligent, qui plus est, oubliant de le faire sortir à la date logique, le 4 juillet, et le film souffrant de quelque chose qu'Emmerich ne connaissait pas trop jusque-là, les coupes par le studio.
Quand on lui demande son plus grand regret, Emmerich dit toujours ne pas avoir pu faire de projection test pour Godzilla. Vous voyez, il fait des films de divertissement, des films popcorn pour divertir le public, et c'est ça le plus important pour lui. Donc systématiquement, il en fait des projections test au public. Et là, bizarrement, il n'y a pas eu droit. Pourtant, clairement, le film a été charcuté par les studios. Ça se voit parce que les coupes se sentent dans les scènes qui auraient justement permis de développer le background ou les personnages. Plusieurs séquences ne font même pas une minute, ce qui est juste illogique, surtout quand elles mettent en scène de nouveaux personnages comme Jake ou Charlie. Bon sang mes aïeux, ils trouvent de ces petits minous dans ces derniers castings, ce vieux coche. Focus! Focus! Genre là, la scène à 54 minutes 52 où Patricia est à côté de lui et de son père, Jake lui fait un câlin et hop, rupture de l'axe, il dit une seule réplique et se casse. Patricia est maintenant au bout du lit, prouvant que toute une discussion et des déplacements ont été coupés, et la scène coupe à 55 minutes 21, 29 secondes, what the fuck. Depuis quand on commande un blockbuster de 2h30 à Roland Emmerich pour ensuite lui faire couper 30 minutes en arrivant à ce genre d'absurdité? Et surtout depuis quand on peut imposer ça à Emmerich? Bon, probablement parce qu'il n'a pas connu de vrai succès en salle depuis 2009, et qu'il a dû perdre beaucoup de thunes avec Anonymous et Stonewall. Et c'est dommage, parce que Roland Emmerich est une voix détonnante à Hollywood, et dans la suite de cette rétrospective, nous allons voir ce qu'il fait et dit, et pourquoi il faut le laisser s'exprimer.